J'avais toujours considéré ma maison comme un refuge. Cette demeure victorienne, située dans une rue calme de Westminster, avec ses hauts plafonds, ses planchers qui craquent et ses vitraux, était devenue mon sanctuaire après la mort de Farley, mon mari, 52 ans passés ensemble, et pour la 3e année consécutive. Je me réveillais seule dans notre chambre, où chaque objet renfermait des souvenirs. Ce matin, j'ai été réveillée par le tintement de la vaisselle au rez-de-chaussée. L'horloge sur la table de chevet indiquait 7h40, trop tôt pour ma tasse de thé habituelle, que Doris, ma gouvernante, m'apporte généralement à 8 heures. J'ai enfilé un peignoir et descendu le large escalier en m'agrippant à la rampe un peu plus fermement que je ne voudrais l'admettre à 73 ans. Bonjour, Marigold. La voix d'Anis a résonné dans le couloir avant que je puisse entrer dans la salle à manger. Elle m'appelle toujours par mon prénom, Jamace, mère, ou même Madame Winslet. Nous ne voulions pas vous réveiller. News. C'est Anis et mon fils, Thatcher, qui était assis à table avec un journal et une tasse de café. Il a à peine levé les yeux pour me saluer. Bonjour, répondis-je en jetant un coup d'œil autour de la salle à manger. Quelque chose avait changé. Pendant une seconde, je ne parvins pas à mettre le doigt dessus, jusqu'à ce que mon regard se pose sur le buffet. Le service en porcelaine que Farley et moi avions rapporté de Chine 30 ans auparavant avait disparu. À sa place, se trouvaient des assiettes blanches minimalistes que je n'avais jamais vues auparavant. « Où est la vaisselle ?» demandai-je en essayant de garder un ton calme. « Oh, cette vieille vaisselle !» Anis fit un geste de la main comme pour chasser une mouche. « Je l'ai rangée dans le garde-manger. Elle est tellement démodée. Marigold, ces nouvelles assiettes sont beaucoup plus pratiques. Et tu peux les mettre au lave-vaisselle, sans ma permission. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Maman !» intervint enfin Thatcher. Anis essaie juste de moderniser la maison. Tu sais combien il est difficile de trouver une femme de ménage qui accepte de se salir les mains à laver la porcelaine. J'aurais voulu rétorquer que Doris ne s'était jamais plainte de ma porcelaine en 15 ans de service. Mais je me tusse. C'était la première fois qu'il s'immisçait ainsi dans mes affaires, mais ce ne serait pas la dernière. Anis et Thatcher avaient emménagé chez moi 6 mois plus tôt, temporairement, avait dit Thatcher, jusqu'à ce que les travaux dans leur appartement soient terminés. Les travaux dans leur appartement, que je les avais aidés à acheter, avaient, pour une raison ou une autre, pris beaucoup plus de temps que prévu, passant de 3 semaines à une durée indéterminée. Au début, j'étais contente d'avoir de la compagnie. Après la mort de Farley, la maison semblait trop vide, trop calme. Les premières semaines, Anis s'était montrée aimable, préparant le dîner, m'apportant des magazines, s'intéressant à mes collections. Thatcher, mon unique enfant, que j'avais élevé pratiquement seul pendant que Farley poursuivait une carrière diplomatique, était de nouveau là. Je pensais que c'était l'occasion de renouer les liens que nous avions perdus lorsqu'il était parti à l'université. Puis s'était marié avec Anis. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. Tout d'abord, les photos de Farley ont disparu du salon. Anis a dit qu'elles perturbaient le concept d'intérieur. Puis mes livres d'histoire de l'art ont été déplacés de la bibliothèque au garde-manger parce qu'ils prenaient trop de place. Mes violettes sur les rebords des fenêtres ont été remplacées par des plantes succulentes fantaisistes parce que elles ne demandent pas beaucoup d'entretien. Au fait, Doris ne vient pas aujourd'hui, a dit Anis en se servant une autre tasse de café. Je lui ai donné sa journée. À mon insu, j'ai senti mes doigts se crisper sur l'accoudoir du fauteuil. Elle avait l'air fatiguée hier, a répondu Anis en haussant les épaules. J'ai pensé qu'elle aurait besoin de se reposer. De toute façon, je suis tout à fait capable de m'occuper de la maison toute seule. J'ai plein d'idées pour la moderniser. Thatcher acquiesça d'un signe de tête, les yeux rivés sur le journal, évitant toujours les conflits à tout prix, préférant se rallier à la voix la plus forte dans la pièce. Cette voix était autrefois la mienne, maintenant. C'était celle d'Anis. Après le petit déjeuner, je me rendis dans mon bureau.
la seule pièce qui avait jusqu'à présent échappé à la Modernization d'Anis, ici, parmi mes catalogues d'antiquités et ma collection de tabatières miniatures du XVIIIe siècle. Je me sentais encore moi-même. Marigold Winslet, une experte en antiquités respectée, dont la vie était autrefois très prisée dans les ventes aux enchères à travers toute l'Europe. Je m'enfonçais dans un fauteuil et regardais la photo de Farley posée sur la table. « Qui ferais-tu, mon chéri » pensai-je, mais il n'y eut pas de réponse. Farley avait toujours été un diplomate, non seulement de profession, mais aussi de nature. Peut-être aurait-il trouvé un moyen de parler à Thatcher sans provoquer de confrontation. On frappa à la porte et je sursautai. « Entrez. » C'était Anis, avec un plateau. « Je vous ai apporté du thé. » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je sais que vous avez l'habitude que Doris vous l'apporte à cette heure-ci. Merci. » J'ai accepté la tasse, remarquant qu'il ne s'agissait pas de mon Earl Grey habituel, mais d'une sorte de mélange à base de plantes. « Qu'est-ce que c'est ?»« Du thé à la camomille et à la menthe, » répondit Anis. « C'est meilleur pour votre santé que ce thé noir fort que vous buvez. À votre âge, vous devez prendre soin de votre cœur, à ton âge. » Cette phrase était devenue un refrain dans nos conversations. « À ton âge. Tu ne devrais pas soulever des objets lourds. À ton âge. Il vaut mieux ne pas monter et descendre les escaliers toute seule. À ton âge. Il est important de suivre un régime. Mon cœur fonctionne très bien depuis 73 ans, dis-je sèchement. Je pense qu'il peut supporter l'Earl Grey. Anis pince les lèvres. Je veux juste prendre soin de toi. Marigold. Thatcher et moi voulons que tu restes en bonne santé le plus longtemps possible, pour que je ne meure pas avant la fin des travaux dans leur appartement. Pensai-je cyniquement, mais je ne dis rien. Au fait, continua Anis, j'ai invité quelques amis à dîner ce soir. Rien d'extraordinaire. Juste une petite soirée. Chez moi. Je ne pus contenir ma surprise. Eh bien, techniquement, c'est aussi notre maison maintenant. Sauret Anis. En plus, ça te ferait du bien de voir du monde. Tu passes trop de temps seule. Sur ces mots, elle sortit, me laissant avec la tisane que je n'avais aucune intention de boire. Autrefois, j'aurais protesté, lui rappeler que la maison m'appartenait, que j'avais le droit de décider qui venait et quand. Mais ces derniers temps, je n'avais plus l'énergie de discuter. Chaque conflit avec Anis se transformait en une pièce de théâtre, en un acte, où je jouais invariablement le rôle de la belle-mère acariâtre et ingrate, et elle celui de la belle-fille patiente contrainte de supporter mes caprices. Le soir venu, la maison était remplie d'inconnus, de jeunes couples, les collègues de Thatcher de son cabinet d'architecte, quelques amis d'Anis, tous parlant trop fort, rien trop fort à des blagues pas particulièrement drôles, et buvant mon vin sans même remarquer sa qualité. Je m'assis dans un coin du salon, observant Anis Voltaire entre les invités comme une hôtesse de bal. Elle portait une de ces robes de créateur qui coûtaient autant que la pension mensuelle moyenne d'un retraité. Thatcher le suivait, souriant et hochant la tête lorsqu'elle le présentait comme un architecte talentueux qui allait bientôt ouvrir son propre studio. Je savais que ce n'était pas vrai. Thatcher n'était qu'un associé junior dans le cabinet, et il ne pouvait que rêver d'avoir son propre studio. Mais Anis exagérait toujours ses réalisations, comme pour convaincre les autres, et elle-même, qu'elle avait épousé quelqu'un de plus important qu'il ne l'était. Lorsque le souper fut servi, je vis que j'étais placée à l'extrémité de la table, presque à l'entrée de la cuisine, tandis qu'Anis occupait la place qui revenait de droit à Farley ou à moi-même, Marigold. « Ça te dérange si on met un peu de musique ?» demanda l'une des amies d'Anis, qui se dirigeait déjà vers ma vieille chaîne stéréo avant que je puisse répondre. J'allais dire « En fait, je préfère. » Mais Anis m'interrompit. « Écoute la musique que tu veux. »« Daphne, je ne pense pas que Marigold restera très longtemps. Elle se couche généralement tôt. Je me sentais plus comme une invitée indésirable que comme l'hôtesse de leur soirée, car plusieurs convives échangeaient des regards complices dans ma direction. Pendant le dîner,
La conversation porta sur les voyages. Je me suis sentie obligée de répondre lorsque quelqu'un a évoqué Venise. En m'adressant au jeune couple assis en face de moi, j'ai raconté que Farley et moi avions célébré notre 20e anniversaire de mariage à Venise. C'était au début des années 1990, pendant notre séjour dans un charmant palais sur le Grand Canal. Nous avons passé une soirée mémorable. De l'autre côté de la table, Annie se dit « Oh, Marigold parle encore de ses voyages. C'est agaçant. Tu ne croirais pas tous les détails dont elle se souvient sur chaque endroit où elle et Farley sont allés. Je te jure, nous connaissons désormais toutes les gondoles de Venise. » Alors que les invités riaient, je sentis mes joues rougir et je me tusse. Anis se tourna vers l'homme assis à côté d'elle et poursuivit en s'adressant directement à lui. « Vous ne connaissez pas ce restaurant à Soho. Les spaghettis aux truffes y sont soi-disant divins. » La conversation se poursuivit, m'entourant comme l'eau autour d'un caillou. Anis avait commandé un plat sophistiqué à base de quinoa au restaurant, et je le grignotais tranquillement, même si j'aurais préféré quelque chose de plus conventionnel. Je me remémorais l'époque où j'étais l'hôte de dîner, où les gens se réunissaient pour m'écouter, leur raconter les exploits diplomatiques de Farley ou mon obsession pour les trouvailles rares aux enchères. Je me levai discrètement de table alors que le repas touchait à sa fin. Je dis « J'ai besoin d'un verre d'eau » et je me dirigeai vers la cuisine. Anis ordonna à Thatcher d'aller chercher de l'eau pour sa mère. Ce serait dangereux pour elle de marcher seule. Elle pourrait tomber. Je restais immobile. Que se passerait-il si elle trébuchait et tombait? Je me sentais comme une invalide, incapable de faire les 15 pas qui me séparaient de ma propre cuisine. J'essayais de parler sans trembler et ajoutais « Je peux très bien aller à la cuisine toute seule. Je n'ai pas encore vieilli à ce point. » Je ne pus m'empêcher de remarquer qu'Anis levait les yeux au ciel. Avec un sourire gêné, Thatcher reprit sa conversation avec son collègue. Ils ne prirent pas ma défense. Ma honte passa totalement inaperçue. Je me servis un verre de vin rouge à la place de l'eau et le bus d'un trait, ce que je n'avais pas fait depuis des années, dans la cuisine. Je sentais encore ma gorge brûlée à cause du vin, mais c'était une bonne brûlure, signe que j'étais bien vivante. Les invités s'étaient déjà rendus dans le salon pour le dessert et le café lorsque je suis retournée dans la salle à manger. Assis en silence dans un coin de la pièce, j'ai observé Anis exposer fièrement le magnifique vase qu'elle avait placé sur la cheminée, à la place de la photo de Farley et moi prise pendant notre lune de miel. « Ce modèle est exclusif », a-t-elle déclaré. « Il est cher, mais il est magnifique, n'est-ce pas ?» J'avais envie de lui dire que ce vase semblait être une imitation bon marché d'une pièce art nouveau, mais je m'en suis abstenue, car je trouvais qu'il n'avait ni le caractère, ni la signification des autres objets de famille que j'avais accumulés au fil des ans dans cette maison. La frontière entre ma sphère d'influence et celle de ma famille devenait de plus en plus floue et transparente, jusqu'à disparaître complètement. Les invités sont partis vers minuit. J'étais déjà allée dans ma chambre, car je ne supportais plus leurs regards prétentieux et leurs sourires hypocrites. Alors que j'étais dans mon lit, j'ai entendu Thatcher et Anis discuter dans le couloir. « Ta mère devient de plus en plus bizarre », a déclaré Anis. « Tu as vu comment elle regardait mon vase, comme si elle avait l'intention de le casser. » Thatcher répondit. « Elle vieillit. C'est tout. » Sur le même ton condescendant qu'il avait utilisé auparavant en parlant de moi. Elle a du mal à accepter le changement. Anis dit « Nous devons réfléchir sérieusement à l'avenir. » Et même si sa voix était plus basse, je pouvais encore distinguer chaque mot. Elle ne peut pas s'occuper seule de cette maison. Nous devrions peut-être envisager d'autres possibilités. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Une maison de retraite ou, au pire, un studio en banlieue, pendant qu'il s'emparerait de mon manoir, que Farley et moi avions transformé en chef-d'œuvre artistique, chaque recoin conservant un fragment de nos souvenirs, même après m'être allongé sur le côté et avoir fermé les yeux. Je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Dans le silence de la nuit, l'idée que j'avais évitée pendant des mois m'est apparue avec une netteté saisissante.
Mon fils et sa femme attendaient patiemment que je meure, ou tout au moins que je sois suffisamment fragile pour leur permettre de voler mes biens sous prétexte de prendre soin de moi. Le pire, c'est que je ne savais pas comment me défendre. Ce dîner honteux remontait à une semaine aujourd'hui. Je restais autant que possible dans mon bureau, évitant Anis et Thatcher. Doris, à son retour, après un jour de congé malvenu, s'était transformée en une alliée discrète. Elle me préparait mes plats préférés, m'apportait du vrai thé et restait parfois pour discuter. Une vraie conversation. Pas les platitudes condescendantes que me servait ma belle-fille. Notre repas familial du dimanche se composera uniquement de nous trois, comme Thatcher l'a annoncé mercredi, comme au bon vieux temps, a-t-il dit en affichant le sourire familier qui illuminait son visage. Chaque fois qu'il avait envie d'un biscuit avant d'aller se coucher, malgré mes doutes, j'ai acquiescé et accepté. Une petite partie de moi espérait que nous pourrions réparer notre relation brisée. Peut-être que Thatcher redeviendrait le fils qu'il était autrefois, et non plus le pion faible de sa femme. Dans une situation plus intime, loin des regards extérieurs, dimanche, j'ai porté ma robe en soie bleue préférée, que Farley m'avait achetée au Japon. Elle était élégante et traditionnelle, et surtout, elle me rappelait des souvenirs heureux où je me sentais aimée et chérie. J'ai même ressorti un collier de perles que je réserve souvent pour les occasions spéciales. Lorsque je suis descendue pour le déjeuner, Anis a remarqué ma tenue. Elle a poursuivi. C'est gentil de t'être habillée ainsi pour notre petit déjeuner. D'un ton qui aurait pu être interprété comme un compliment si ses yeux n'avaient pas brillé de mépris. Une autre fois, cette robe était tout à fait à la mode. Je m'assis à table, dressée dans le petit salon et non dans la salle à manger. Ignorant la pique, avec des verres en cristal, de la porcelaine blanche pas la mienne, et des couverts en argent qu'Anis, à ma grande surprise, n'avait pas encore remplacé par des couverts plus modernes. Le service était impeccable. J'ai pensé que ce serait plus confortable ici, remarqua Anis, surveillant ma concentration. Un dîner en famille ne serait pas approprié dans cette salle à manger. Pour éviter une dispute inutile, j'acquiesçai. Elle présenta à Thatcher une bouteille de vin, l'une des rares que j'avais dans ma cave. Il me montra l'étiquette d'un Château Margaux 2000 et dit « J'ai choisi ton préféré, maman. Il était cher, dis-je, m'abstenant de toute critique. C'était gentil de sa part d'avoir pensé à mes goûts. » Avec un sourire, Thatcher répondit « On ne lésine pas pour toi. » L'espace d'un instant, je reconnus le jeune homme attentionné et sincère que j'avais élevé, la soupe à la crème d'asperges, préparée selon ma recette, fut le premier plat que Doris apporta. Je savais que ce n'était qu'une petite protestation de sa part, car Anis avait toujours aimé les plats inhabituels qu'elle trouvait au restaurant. Dans ma bouche, je trouvais la soupe délicieuse. Doris, comme d'habitude, parfaite. Anis toucha à peine son assiette et répondit « Un peu fade, mais ça ira pour un déjeuner dominical. » Thatcher mentionna un ancien théâtre situé au cœur de Londres comme nouveau projet potentiel pour son entreprise. Je l'écoutais avec une curiosité sincère. Il avait consacré sa vie à l'architecture et, lorsqu'il en parlait, il semblait mettre de côté son apparence glaciale et être complètement présent. « C'est merveilleux, mon chéri », m'écriai-je lorsqu'il eut terminé. C'est en effet un honneur de travailler à la préservation de bâtiments anciens. Mon père serait très fier de toi. Une expression étrange traversa le visage de Thatcher lorsque Farley fut mentionné, même s'il vénérait et même craignait son père. Il avait toujours eu peur de le décevoir. Malgré son caractère juste et exigeant, Farley aimait profondément son fils, même s'il avait parfois du mal à l'exprimer. « Oui, je suppose », répondit Thatcher avec une certaine hésitation avant de changer de sujet. « Que penses-tu de tes archives sur le tabac? Celles sur le tabac français. C'est celle que tu voulais inclure. Un buraliste du XVIIIe siècle. » Pour lui montrer mon étonnement et ma gratitude qu'il s'en soit souvenu, j'acquiesçai, en utilisant comme modèle la bataille de Fontenoy. Lors de la vente aux enchères chez Sotheby's,
J'avais jeté mon dévolu dessus, mais le prix était trop élevé. Quel dommage de dépenser de l'argent pour de vieilles babioles, dit Anis, rompant notre connexion, surtout à ton âge. Marigold, pourquoi ne pas investir cet argent dans quelque chose de plus utile? Dans quelle mesure? Demandai-je en m'efforçant de rester calme. Eh bien, je ne sais pas trop. Peut-être pour rénover cette maison, répondit Anis en faisant le tour de la pièce. Je l'adore, mais elle date d'une autre époque. On dirait une pièce de musée, avec tous ces papiers peints et ces rideaux épais. Quel genre de musée? Ai-je répondu. Chaque objet ici a une histoire, et ils ont tous été choisis avec soin et expertise. Anis a simplement haussé les épaules. Je suppose qu'une touche de modernité ne ferait pas de mal, a-t-elle dit d'une voix traînante. Doris servit d'abord la soupe, puis le plat principal, un plat que j'adore, du canard rôti aux oranges. L'ambiance s'était quelque peu détendue lorsque Thatcher ouvrit une deuxième bouteille de vin. Après un hiver long et sombre, nous commencions enfin à sentir le printemps. Alors nous parlâmes de tout et de rien, du film que Thatcher et Anis avaient vu récemment, de la nouvelle exposition à la Tate Gallery et du temps. On demanda à Doris d'apporter le thé au moment du dessert. Je précisai à Anis. Pas de camomille. J'ajoutai un petit sourire à ma remarque. Doris m'apporta mon thé Earl Grey préféré et des gâteaux sur un plateau. Elle posa délicatement sa main sur le plateau et commença à verser le thé sur le bord de la table. Permettez-moi de vous aider, dis-je en remarquant un léger tremblement dans ses mains. Doris avait eu une légère grippe peu de temps auparavant et n'était pas encore tout à fait remise. Je pris la bouilloire et me penchai pour remplir les tasses de thé. La nappe avait dû bouger, ou peut-être que mes mains n'étaient pas aussi fermes que je le pensais. Mais la théière tremblait dans ma main et le thé bouillant se renversa sur les genoux d'Anis. Ce robe crème, qui devait coûter plus cher que le salaire mensuel de Doris, était orné de broderies élaborées. Elle s'accroupit et poussa un cri en jetant son vêtement. « Votre sainteté !» m'écriai-je en me levant d'un bond et en cherchant une serviette. « Je vous prie de m'excuser. C'était accidentel. C'était un accident. » La voix d'Anis monta d'un ton « Oups, ma robe Valentino est toute tachée. Je vous prie de m'excuser. » dis-je en tendant la serviette. Mais elle repoussa rapidement ma main. « Je sais que vous ne l'avez pas fait exprès, » dit-elle en serrant les dents. « Tout comme vous avez hésité à commenter ma décoration intérieure, à évoquer la relation entre Thatcher et son père, et à m'embarrasser devant mes convives, agissant en tant qu'intermédiaire. Thatcher dit, Anis, je t'en prie, pour nous séparer. Un simple accident, dit-on. Un accident. Anis le regarda d'un air furieux. Depuis notre arrivée ici, ta mère s'est donnée pour mission de nous empêcher d'avancer. Tous les efforts que j'ai faits pour rendre cet endroit plus agréable pour nous ont été sabotés par elle. C'est ma maison, dis-je avec conviction. De plus, je ne détruis rien. Tout ce que Farley et moi avons construit au fil des ans, c'est tout ce que j'essaie de protéger. Farley, 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 répéta Anis en se coupant les poignets. Son nom revient souvent. Après sa mort, c'était comme si le monde s'était figé. Miles Marigold, tu sais quoi? La continuité est essentielle. Tout change, y compris les gens et les maisons, à part toi. Tout le monde vit dans le passé, s'accrochant à des reliques et à des expériences d'antan comme si elles pouvaient te protéger du présent. Maintenant, dis-moi, Anis, qu'est-ce que la réalité? Ma frustration montait comme un tsunami. Alors j'ai demandé, afin d'hériter de ma maison, toi et mon fils attendaient patiemment ma mort, que dès que possible, vous avez l'intention de me placer dans une maison de retraite. Écoute, maman, s'écria Thatcher, comment peux-tu dire une chose pareille? Je vous ai entendu discuter après le dîner, poursuivis-je en le regardant droit dans les yeux. Vous disiez que cette maison était trop grande pour moi seule et qu'il fallait envisager d'autres solutions. Je ne suis ni sourde ni aveugle. Thatcher, mais il semble que ton mari et toi appréciez cette situation. Anis a laissé échapper un rire glacial qui m'a fait frissonner. Tu vois, Thatcher,
En plus, elle écoute nos conversations. As-tu vraiment besoin d'autres preuves qu'elle est une vieille folle qui voit des complots partout? Je ne suis pas folle, l'ai-je rassurée en m'approchant d'elle. Et tu n'es pas la bienvenue chez moi avec ce genre de comportement. Ta maison. Cette maison sera à nous plus tôt que tu ne le penses. Marigold, déclara Anis lentement et cruellement après une pause. Une fois qu'elle sera à nous, je commencerai par la débarrasser de tous les vieux bibelots et les remplacerai par quelque chose de plus moderne. Je sentais les veines de mon visage se dessécher. Entendre sa confirmation de ce que j'avais toujours cru était comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il faudra me passer sur le corps, murmura-t-il. Si nécessaire, rétorqua Anis, son sourire ne parvenant pas jusqu'à ses yeux. C'est le moment. Thatcher, le visage pâle, s'interposa entre nous. Anis, tu ne peux pas faire ça. Tu as mal interprété ce que nous avons dit. Maman, en termes simples, nous sommes inquiets pour ton bien-être. Vous êtes inquiet? Je lui ai lancé un regard amer. Vous dites que c'est inquiétant. Vous ne faites rien alors que votre femme me chasse régulièrement de ma maison, me fait passer pour une mauvaise personne devant les visiteurs et réorganise le mobilier et la décoration sans me demander mon avis. Avec Thatcher dans son champ de vision, Alice dit: elle exagère, comme toujours. Je n'existais pas dans ses remarques. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai insisté pour que l'on se préoccupe de sa santé. Cette accusation, cette paranoïa, je ne suis pas folle, m'écriai-je, perdant enfin patience. Et tu as ma parole que je ne me laisserai pas traiter comme une infirme. Je me suis remis à marcher vers Anis, avec l'intention de lui révéler tout ce que je lui cachais depuis des mois. Cependant, ma paume était encore humide à cause du thé lorsque je l'ai touchée involontairement. Tu n'as pas le droit de me toucher. J'ai ressenti une douleur brûlante sur mon visage lorsque Anis a levé la main en criant, et je n'ai pas eu le temps de réagir. Je faillis tomber. Tant la gifle était inattendue, je m'agrippais au bord de la table pour ne pas tomber. La pièce était complètement silencieuse. Debout dans l'embrasure de la porte, Doris haletait et se couvrait la bouche de la main. Alors que je portais délicatement ma main à mon visage enflé, j'avais du mal à comprendre la gravité de la situation. La femme de mon fils avait eu le culot de me confronter dans le confort de ma propre maison. Je me suis tournée vers mon fils et lui ai murmuré: « Thatcher ». J'attendais sa réponse, sa défense, son indignation, et je n'ai pas été déçue. Mais Thatcher est resté là, la tête baissée, les bras ballants, impuissant. Il détournait le regard d'Anis et de moi, comme s'il pensait que s'il pouvait garder ses distances pendant un moment, tout disparaîtrait. Finalement, il a réussi à dire « Anis », mais sa voix était faible et peu convaincante. « Je pense que tu as fait une erreur. Tu as eu tort, mon audition ne m'avait pas convaincue. » Alors j'ai posé la question. « Donc, tu dis que ta femme n'aurait jamais dû gifler ta mère. Elle m'a fait me sentir menacée. » dit Anis précipitamment, d'une voix pathétique et quelque peu plaintive. Vous avez vu qu'elle essayait de m'agresser. Je ne faisais que me défendre. Non, ce n'est pas vrai, m'écriai-je. Pour être honnête, attends, maman, calmons-nous tous. Thatcher leva la main pour m'arrêter. Nous ne savons pas quoi faire. Anis n'avait pas le droit de te frapper. Et tu étais clairement bouleversé, toi aussi. Ce que j'entendais était incroyable. Devant moi se tenait la femme qui venait de me gifler, et derrière lui se tenait mon fils, mon propre enfant, que j'avais élevé seul depuis la mort de Farley et à qui j'avais consacré tout mon temps, mon amour et mon argent. Tu as l'intention de la protéger, même à mes oreilles. Ma voix semblait étrange lorsque je lui ai posé la question, comme si la situation ne me concernait pas du tout, mais plutôt quelqu'un d'autre. Je ne la défends pas. Thatcher leva les yeux vers lui, mais son regard était fixé sur quelque chose au-dessus de ma tête. « J'essaie simplement d'être objectif, » dit-il. Vos actions étaient complètement déraisonnables. À quel point étaient-elles déraisonnables? Je savourais chaque syllabe en répétant ma question. Est-ce qu'il est trop demandé que de vouloir être traité avec dignité dans ma propre maison?
Est-il juste de supposer que mon fils me défendra lorsque sa femme me rabaisse et m'attaque? Je pense que tu exagères. Maman, tu considères les suggestions d'Anis comme une atteinte à ta dignité, alors qu'elle essaie simplement de nous aider en rendant notre maison plus agréable pour tout le monde. Nous aider. J'eus du mal à réprimer un rire sarcastique. Mon bien-être n'intéresse pas Anis. Thatcher, tout ce qui lui importe, c'est cette maison et ce qu'elle en fera quand je ne serai plus là. Tu vois? Avec une expression déformée de fausse compassion, Anis se tourna vers Thatcher. C'est à cela que je faisais allusion. Ces accusations, cette paranoïa. Thatcher, ta mère a besoin d'aide, l'aide d'un expert. Richetant mon regard vers Anis, je dis, la seule chose dont j'ai besoin, c'est que vous quittiez ma maison. Anis feignit la surprise avant de se tourner vers Thatcher et de lui adresser un sourire qui semblait dire « Je te l'avais bien dit. Ce n'est pas grave. » « Maman, commença Thatcher, mais je l'interrompis. « Oui, je suis très sérieuse. Je souhaite que vous partiez tous les deux ce soir. »« Je ne comprends pas, » s'écria Anis, absolument ravi. « Thatcher, dis-lui que c'est insensé. » Comme à son habitude, lorsqu'il était embarrassé ou mécontent, Thatcher se frotta le nez et gémit. « Maman, nous ne pouvons pas partir aujourd'hui. Tu le sais très bien. Notre appartement est encore en travaux. » Je l'interrompis pour mentionner les travaux de rénovation qui étaient en cours depuis 6 mois. Pourquoi cela prend-il autant de temps? C'est étrange. C'est comme si rien ne s'était passé. Mais si, il s'est passé quelque chose. Cela a exaspéré Thatcher. Il y a simplement eu des problèmes. Et assez de mensonges. Ai-je lâché, ma voix trahissant mon épuisement? Vous aviez l'intention de rester ici indéfiniment. Et je le savais depuis le début. D'abord temporairement, puis progressivement, vous m'auriez forcé à partir. Et ensuite, une maison de retraite. Une petite résidence cachée à la périphérie, pendant que vous vous partagiez mon héritage. Thatcher did, maman, avec un air vraiment incrédule. Mais je ne pouvais plus accepter ses émotions. Pourquoi as-tu une opinion si négative de nous? Comment veux-tu que je pense? Demandai-je. Après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, après les événements d'aujourd'hui, encore endolori par le coup, je tendis la main et touchai mon visage une fois de plus. La seule émotion visible dans les yeux inexpressifs d'Anis qui me fixait était un calcul glacial. Je me suis levée et j'ai menacé de modifier mon testament si vous ne partiez pas aujourd'hui. Le coup était complètement fortuit, mais il a atteint sa cible. Anis a tressailli et le teint de Thatcher s'est assombri encore plus. « Maman, ne parlons pas de ces choses-là, » a-t-il dit d'un ton conciliant. Tout le monde est épuisé et en colère. Et si nous attendions demain que tout le monde se soit calmé pour avoir cette conversation? Je secouai la tête pour rejeter cette idée. Pas après que votre femme m'ait agressé et que vous n'ayez rien fait d'autre que regarder, dis-je en me dirigeant vers la sortie. Où vas-tu? Demanda Thatcher. Chez Orion Proud, répondis-je sans me retourner. C'est mon avocat. Maintenant, demanda-t-elle d'un ton incrédule. On est dimanche soir. Maman, il ne doit pas être... Je lui assurai avec conviction qu'il viendrait. Chaque fois que j'appelais Orion, il venait. J'avais raison. Orion Proud était plus que mon avocat. C'était aussi un ami de longue date de la famille. Le confident de Farley est le seul expert de la situation financière et juridique de notre famille. Lorsque je suis partie, Thatcher et Anis sont restés figés sous le choc. Une fois arrivée à mon bureau, j'ai fermé la porte et je me suis effondrée sur ma chaise. Comme si toutes mes forces m'avaient quittée, des larmes ont commencé à couler de manière inattendue lorsque ma main s'est posée sur ma joue. Ce n'étaient pas des larmes d'angoisse ou de terreur, mais des larmes de détermination, en plus d'être une agression physique. La gifle d'Anis avait été un tournant et une révélation. J'avais enfin une idée claire de ce que je devais faire. Je composai le numéro d'Orion sur mon téléphone. Orion mit un certain temps à se manifester. Il essaya de me joindre, mais il était désolé et ne pouvait pas venir avant le lendemain matin. Ne prends aucune décision précipitée. Marigold.
me dit-il d'un ton calme et posé. Je lui promis d'attendre jusqu'à l'aube. Mais je ne lui dis pas que je n'y réfléchirai pas. Comme un nuage menaçant, la nuit s'abattit sur ma demeure. Allongé dans mon lit, j'entendais les nombreux bruits de la maison, le craquement des planches, le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir et le ronronnement lointain du chauffage. C'était comme si la maison m'ignorait au profit de ses nouveaux propriétaires. Tous ces bruits anciens et familiers me semblaient soudainement lointains. Je me suis levée. J'ai enfilé ma robe de chambre et je me suis dirigée vers la fenêtre. Westminster était endormi, éclairé seulement par quelques fenêtres qui brillaient dans la nuit et par les lampadaires qui projetaient des anneaux de lumière fantomatiques sur le trottoir. Au-delà de ces portes se trouvait un monde différent, un monde auquel j'avais autrefois cru, mais qui me semblait désormais lointain et inaccessible. Même maintenant, je sens encore une légère douleur au visage à cause de la gifle. Ce n'était pas tant la douleur physique, car la gifle n'était pas très forte, que l'humiliation d'avoir été osé toucher par ma belle-fille et l'incapacité de mon fils à me défendre. Où en étions-nous avant cela? Où m'étais-je trompée pour que Thatcher devienne si indifférente? Un vieux livre d'images à la couverture en cuir usé fut sorti du tiroir de ma table de chevet. Farley se moquait depuis longtemps de mon penchant pour la conservation d'images tangibles à l'ère numérique. Pourquoi s'embêter avec ces vieux albums alors qu'on peut enregistrer des milliers d'images sous forme numérique? Demanda-t-il. Cela dit, j'ai toujours pensé que les photos physiques avaient un certain charme. Elles conservent non seulement les informations visuelles, mais aussi les sentiments et le contact des personnes qui les ont manipulées. Le jour de notre mariage, Farley portait un costume noir et moi une robe blanche toute simple. Nous étions tous deux jeunes et pleins d'optimisme sur la première photo de l'album. Le temps s'était arrêté en 1970. Il avait 26 ans et moi seulement 21. Il venait de commencer sa carrière diplomatique, tandis que j'approchais de la fin de mes études universitaires en histoire de l'art. Nous nous sommes croisés lors d'une exposition sur les impressionnistes français, alors que j'étais absorbée par le jeu de la lumière et des couleurs dans un tableau de Monet. J'ai soudainement entendu une voix grave avec un léger accent. Était-ce l'ensemble du tableau ou seulement ces touches de couleurs qu'il avait remarquées? Une silhouette imposante aux yeux gris attentifs et au sourire discret a croisé mon regard lorsque je me suis retournée. Au cours de notre conversation, qui a duré jusqu'à la fermeture de la galerie, nous nous sommes rendus dans un café du quartier. À la fin de la soirée, j'étais certaine d'avoir trouvé l'âme sœur, amateur d'art, de littérature et de philosophie. Farley était également un diplomate accompli. Il m'a enseigné les rouages des relations internationales, les subtilités de la politique dans les couloirs du pouvoir et comment trouver un terrain d'entente lors de négociations. En échange, je lui ai fait découvrir le monde fascinant des antiquités. Je lui ai appris à lire le passé dans les objets du quotidien et je l'ai aidé à déchiffrer le langage des formes et des matières. Une page de ma vie venait de se tourner. C'était à Paris, où Farley avait décroché son premier emploi important. Il passe son bras autour de mes épaules, tandis que je ris, coiffé d'un chapeau à larges bords. À cette époque, nous étions heureux et enthousiastes. J'ai trouvé un travail de guide touristique sur la rive gauche et d'assistante en expertise artistique dans une petite galerie. Au coucher du soleil, nous flânions dans les ruelles sinueuses de Paris. Nous nous arrêtions dans des bistrots pittoresques pour dîner et nous imaginions ce que l'avenir nous réservait. C'est à Paris que j'ai appris que j'étais enceinte. Les résultats du test m'ont été envoyés alors que Farley était en voyage d'affaires à Bruxelles depuis le cabinet du médecin. Je l'ai appelé, anxieuse, en attendant son retour. Je lui ai dit « Nous allons avoir un bébé » et il n'a rien dit. J'ai cru pendant un instant qu'il n'était pas très enthousiaste, mais j'ai ensuite entendu sa voix se briser de joie. « Marigold, il n'y a pas de meilleure nouvelle au monde. » La photo suivante me montrait tenant un petit bébé dans une chambre d'hôpital. 18 heures de travail ont précédé la naissance de Thatcher. Une matin de printemps, me tenant la main tout le temps,
Farley m'a assuré que j'étais la femme la plus forte qu'il ait jamais rencontrée. Des larmes ont commencé à couler des yeux de Farley. Lorsque l'infirmière a posé notre enfant sur ma poitrine, il a murmuré « Il est magnifique » en touchant délicatement la petite main de Thatcher, en hommage au grand-père de Farley, un aventurier qui avait consacré la moitié de sa vie à étudier les civilisations du Moyen-Orient. Nous l'avions appelé Thatcher. Dans son monde idéal, l'enfant de Farley aurait hérité de son amour de l'apprentissage et de sa curiosité pour le monde. C'est en partie le cas. Même si les centres d'intérêt de Thatcher étaient d'un autre ordre, il a toujours été un enfant curieux. En grandissant, il s'est mis à dessiner des bâtiments, des ponts, des gratte-ciels et des châteaux. Il aimait aussi beaucoup les constructeurs et pouvait passer des heures à construire des modèles élaborés avec des blocs. Je feuilletais quelques pages. Le voilà. Thatcher, tout sourire, les genoux écorchés, sur son premier vélo. Nous sommes en famille à Venise. Et Thatcher, qui a environ 10 ans, aide à nourrir les pigeons sur la place Saint-Marc. Sur la photo ci-dessus, il reçoit son diplôme d'école primaire, tandis que Farley et moi se tiennent à ses côtés, rayonnance de fierté en tant que diplomate. On est toujours en déplacement. Au cours des 15 premières années de la vie de Thatcher, nous avons voyagé dans 5 pays différents. Paris, Rome, Le Caire, Londres une fois de plus, et Tokyo, s'adapter à un nouvel environnement. Qu'il s'agisse de l'école, des amis ou de la langue, a toujours été difficile pour lui. Le voir se replier sur lui-même après avoir dit au revoir à chacun de ses copains m'a fait réaliser à quel point cela devait être difficile pour lui. J'étais effrayée, même si Farley disait que cela renforçait son caractère et lui apprenait à s'adapter. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à trop le protéger, dans le but de compenser l'imprévisibilité de notre relation. Farley et moi avons pris une décision difficile lorsque Thatcher a atteint l'âge de 16 ans, afin que Farley puisse terminer ses études secondaires sans perturber le système éducatif avant d'entrer à l'université. Je suis restée à Londres avec Thatcher, tandis qu'il était envoyé à Singapour. Cela a marqué le début de notre double vie. Même si Farley venait nous voir dès qu'il le pouvait, et que Thatcher et moi prenions l'avion pour les vacances, je passais la plupart de mon temps seul avec mon fils, qui était au lycée. Je me suis arrêtée sur une photo prise à cette époque. Nous y sommes. Thatcher dans son uniforme chic d'école privée et moi à ses côtés devant la propriété que nous avons achetée lorsque nous avons décidé de nous installer définitivement à Londres. La photo a été prise lors d'un des brefs séjours de Farley. Il n'y figure pas. C'était une période difficile. J'essayais de concilier ma vie de mère célibataire et le développement de ma carrière, tandis que Thatcher traversait une adolescence difficile. À cette époque, je m'étais déjà fait un nom en tant qu'experte en antiquité, spécialisée dans les arts décoratifs du XVIIIe siècle et plus particulièrement dans les miniatures. J'ai commencé à constituer ma collection tout en travaillant comme consultante pour de nombreuses maisons de vente aux enchères et en rédigeant des articles pour des publications spécialisées. Même si nous avions toujours suffisamment d'argent, Farley gagnait bien et mes revenus de consultante augmentaient régulièrement. Le temps était compté. À cause des ventes aux enchères, je ne pouvais pas assister aux réunions parents-professeurs. J'étais trop épuisée pour avoir les discussions approfondies que Thatcher souhaitait avoir avec moi, et je ne pouvais pas l'aider régulièrement dans ses devoirs. Je compensais cela financièrement. Chaque fois que Thatcher s'intéressait à quelque chose, je n'hésitais pas à l'acheter. Qu'il s'agisse d'un ordinateur coûteux, de jeux vidéo à la mode ou de cours de peinture. Non seulement j'ai payé le voyage scolaire de sa classe à Rome, mais j'ai également organisé, grâce au contact de Farley, une visite spéciale des zones interdites du Vatican. Je lui ai offert une première voiture, pas la plus chère, mais certainement distinguée et à la mode. Pour son 18e anniversaire, j'ai insisté. Même si Farley trouvait cela excessif et que nous étions trop gentils avec ce jeune, à ce moment-là, j'ai répondu, il mérite ce qu'il y a de mieux.
et Farley a cédé, comme il le faisait toujours avec Thatcher. J'ai tout de même parcouru quelques pages supplémentaires. Thatcher était là pour recevoir son diplôme de l'Architectural Association, largement reconnu comme l'une des écoles d'architecture les plus prestigieuses au monde. Fears est ému. Farley et moi étions tous deux présents à la cérémonie. Avec le diplôme, pour lequel nous avions dépensé une petite fortune entre les mains, Thatcher rayonnait. Ses premiers pas dans le domaine ont suivi. Il a décroché un poste dans une entreprise d'architecture réputée grâce à mon vaste réseau. Nous étions de retour dans la même maison, vivant ensemble. Et Farley avait pris sa retraite à cette époque. Pendant le dîner, Thatcher et moi parlions de son travail, de ses collègues et de ses objectifs. Il voulait devenir propriétaire d'un studio. Et Farley et moi discutions des moyens de l'aider financièrement. C'est alors qu'Anis fit son apparition. Je me suis tournée vers une photo de leur album de mariage et j'ai vu Thatcher en smoking et Anis dans une magnifique robe blanche qui, avec le recul, était trop chère pour eux. Les deux se sont rencontrés lors d'un événement caritatif organisé par le cabinet d'architecture de Thatcher. En tant que professionnel des relations publiques, Anis organisait des soirées pour une clientèle aisée, grande et mince, avec ce qui semblait être un goût et des manières irréprochables. C'était, et c'est toujours une femme incroyablement séduisante. Sa simple présence rendait Farley malade. Il m'a confié après leur première rencontre que sa première impression était qu'elle était malhonnête. J'ai néanmoins choisi d'ignorer ses inquiétudes. Je voyais la joie rayonner sur le visage de Thatcher. Je le voyais s'épanouir et gagner en assurance en sa compagnie. À cette époque, Anis était plutôt charmante. Elle s'intéressait à ma collection, écoutait Farley raconter des anecdotes de son passage dans la diplomatie et m'offrait de petits cadeaux lors des dîners. Le mariage a coûté très cher. Bien qu'Anis ait exigé des détails qui ont considérablement gonflé le budget, Farley et moi avons couvert la majeure partie des frais. Elle a fait remarquer « c'est une fois dans une vie », et j'ai acquiescé. Même si Farley fronçait les sourcils devant les dépenses, nous avions versé un acompte considérable pour un appartement pour eux après le mariage, le même qui était apparemment toujours en rénovation. Après avoir refermé l'album, je le remis à sa place sur la table de chevet. Les dernières images étaient atroces. Farley, frail, essayant de sourire dans une chambre d'hôpital. La nouvelle de son cancer du pancréas en phase terminale nous avait frappés comme un coup de massue. D'un regard en coin, le médecin nous avait dit qu'il ne lui restait plus que 6 mois, ou non tout au plus. Farley a enduré 8 mois de souffrances croissantes, de réflexions incessantes sur le passé, l'avenir et ce qui comptait vraiment, ainsi qu'une détérioration lente mais constante de son état physique. Prends soin de Thatcher, mais ne laisse ni elle ni personne d'autre contrôler ta vie, m'a-t-il conseillé lors de l'un de ces derniers jours. Marigold, tu es plus forte que tu ne le penses. À ce moment-là, j'étais incertaine. Après le départ de Farley, je me sentais désorientée et triste. Les premières semaines, Thatcher et Anis étaient là pour me soutenir. Mais ensuite, elles sont retournées à leur vie. Pour étouffer ma douleur, je me suis plongée dans mon travail, qui consistait à passer mes journées à faire des évaluations et des enchères. Puis, il y a 6 mois, ils m'ont annoncé qu'ils rénovaient de leur appartement et se sont présentés à ma porte avec des sacs. C'était agréable d'avoir à nouveau de la famille près de moi, et j'appréciais leur compagnie. Mais cette joie s'est rapidement transformée en ressentiment. Je me suis ensuite dirigée vers la fenêtre. Le ciel commençait à s'éclaircir, l'horizon se teintant d'un rose tendre dans l'obscurité précédant l'aube. J'avais passé toute la nuit à réfléchir au passé, et maintenant que le jour se levait, tout était clair comme de l'eau de roche. J'avais toujours attendu trop peu de Thatcher et lui avais donné trop. J'avais compensé son manque de temps par des biens matériels, lui faisant croire que le monde était fait pour répondre à ses besoins. J'avais façonné un homme qui n'avait aucune responsabilité envers les sentiments d'autrui. Il n'avait aucun problème avec le traitement humiliant que sa femme infligeait à sa mère, et Anis.
Je comprenais maintenant que Farley avait raison. Elle avait toujours eu un côté prédateur et malhonnête. Elle voyait Thatcher davantage comme un moyen d'accéder à notre richesse, à notre maison et à la vie qu'elle estimait méritée que comme un époux. L'interruption du téléphone me tira de ma rêverie. Orion m'appelait pour me dire qu'il serait chez moi dans exactement 1 heure. Je sortis de la douche, m'habillai et me dirigeai vers la cuisine pour préparer du thé. Il n'y avait aucun bruit. Je supposais que Thatcher et Anis dormaient encore ou essayaient de m'échapper. Peu importait. J'avais pris ma décision. Un calme étrange, accompagné d'une clarté totale, m'envahit lorsque la sonnette retentit. J'étais prête à affronter les conséquences, car je savais ce que l'on attendait de moi. Suivant les instructions de Doris, Orion fut conduit dans mon bureau. Malgré ses presque 70 ans, il entra d'un pas décidé, portant une valise en cuir usé dont je me souvenais comme si c'était hier. « Bonjour, Marigold », commença-t-il d'une voix qui apaisait les vagues tumultueuses de mes émotions. « Vous avez jugé nécessaire de me convoquer pour une réunion d'urgence, n'est-ce pas ?» Je lui indiquai la chaise en face de moi et répondis. « Oui. Orion, je veux modifier mon testament. » Perqué sur les genoux de sa chaise en face de moi, Orion Proud avait posé sa vieille mallette en cuir à ses pieds. Les hautes fenêtres de mon bureau laissaient entrer la lumière du matin, qui accentuait les rides profondes qui s'étaient formées sur son visage au fil des ans. Il répéta la phrase « Changer le testament », avec réflexion, sans montrer aucun signe de surprise ou de mécontentement. « Pourriez-vous me dire ce qui vous a poussé à prendre cette décision ?» Je touchai mon visage, qui était aussi froid que celui d'un cadavre après la gifle de la veille. Je poursuivis. Il s'est passé un incident hier, en essayant de paraître calme et impartial, comme si je parlais de la vie de quelqu'un d'autre. Au cours d'un dîner familial, ma belle-fille Anis m'avait giflé. Mon fils avait été trop lâche pour me défendre. En fait, il avait même approuvé sa décision. Orion pencha légèrement la tête et plissa les yeux. Marigold. C'est une accusation très grave. Ce n'est pas une accusation, Orion. Je me suis levée de ma chaise. C'est la réalité. Leurs mois de honte et de mépris ont maintenant atteint leur paroxysme. Leur appartement était en rénovation il y a 6 mois. Ils étaient donc censés emménager chez moi temporairement. Depuis, Anis tente systématiquement de m'éloigner de ma propre vie. Elle m'a humiliée devant des visiteurs, a donné des ordres à mes femmes de ménage et a changé les meubles sans mon consentement. Je me suis figée alors que la rage montait à nouveau en moi. J'ai pris une profonde inspiration. J'avais passé toute la nuit à m'inquiéter pour ma vie et ma relation avec Thatcher. J'ai compris. J'avais toujours été trop accommodante avec lui donnant plus que ce dont il avait besoin. À cause de cela, un homme peut fermer les yeux pendant que sa femme rabaisse sa mère. Orion était resté silencieux pendant que je parlais, et je pouvais voir de l'empathie et de la compréhension se refléter dans ses yeux compatissants. Finalement, il a pris la parole. « Je comprends ce que tu ressens. Myrtle, d'un autre côté, réviser ton testament n'est pas une mince affaire. Peux-tu honnêtement dire que tu ne te sens pas ému lorsque tu prends cette décision? » « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit, » répondis-je avec conviction. « Non, Orion, ce n'est pas une décision impulsive. C'est le fruit d'une longue réflexion. Je préfère que ma fortune ne revienne pas à ceux qui me traitent, moi et mon travail, avec le manque de respect que je mérite. » D'un signe de tête, Orion fouilla dans sa mallette et en sortit un cahier et un stylo. « Très bien. Nous pouvons alors parler des détails. Dites-moi ce que vous souhaitez inclure dans votre Nouveau Testament. » En me dirigeant vers la fenêtre, je contemplais le paysage tranquille, sophistiqué et toujours verdoyant de Westminster. Source constante de réconfort. Cette vue me rappelait que la vie continue après notre mort. Je ne veux pas que Thatcher et Anis héritent de ma maison, dis-je en tournant mon regard vers Orion. Je la considère comme un musée et un domaine urbain. Une maison victorienne, restaurée, remplie d'objets anciens et chargée d'histoire. À mon avis, le grand public la trouverait à la fois fascinante et instructive, sans faire de commentaires.
Orion prit note de mes remarques. Je voudrais léguer la majeure partie de ma collection d'antiquités à Adeline Crane, poursuivis-je. Adeline, Orion Hausa Unsursil, qui vit à côté de chez vous. Je souris et répondis. Oui. Mes pensées se tournèrent vers la jeune femme qui, au cours des dernières années, était devenue plus proche de moi que ma propre famille. Elle possède un don exceptionnel pour restaurer les antiquités et un profond respect pour leur histoire. Non seulement elle aimera ces objets pour ce qu'ils sont, mais elle chérira également l'histoire qu'ils renferment. De retour à ma place, je me suis installé pour réfléchir tranquillement. De plus, je voudrais lui léguer la petite maison dans le Surrey que j'ai reçue de ma tante Vivien. Adeline a toujours rêvé d'avoir un atelier à la campagne, où elle pourrait créer en toute solitude. Orion prit mentalement note de tout cela en acquiesçant. Et qu'en est-il de l'argent? Si je me souviens bien, il s'agit d'une somme considérable qui comprend à la fois l'héritage de Farley et vos propres fonds provenant de votre carrière d'expert. Un profond soupir m'échappa. De toutes les questions, celle-ci était la plus difficile. Thatcher restate mon fils, ma chair et mon sang, malgré toute la douleur et le chagrin. Il me semblait trop cruel de le déshériter complètement. Après une brève pause, j'aimerais que la majeure partie soit versée à un fonds de bourse d'études destiné spécifiquement aux étudiants en art. Dis-je, la réserve Farley Winslet. Soutenir les jeunes talents et le pouvoir transformateur de l'éducation étaient deux de ses convictions profondes. Une fois de plus, je me figeais, submergé par mes émotions. Dans mon testament, je laissais à Thatcher et à Nice une modeste allocation mensuelle, juste assez pour vivre sans extravagance, ainsi que les effets personnels de Thatcher, qui se trouve toujours ici, ses œuvres d'art de son enfance, ses diplômes universitaires et les albums photos de notre famille. Il a légalement droit à tout cela. Cependant, il y a une condition, ai-je ajouté d'une voix plus sévère. Je ne paierai ses frais d'entretien que s'ils promettent de ne jamais revenir dans ma maison, ni pendant ma vie, ni après mon décès. Orion leva les yeux de son bloc-notes, l'air très concentré. Savez-vous qu'un tribunal pourrait contester une telle clause? Qu'ils essaient? Ai-je répondu avec une pointe d'amertume. Lors de notre conversation d'hier soir, j'ai évoqué l'incident de la gifle, et vous avez l'enregistrement. Doris serait probablement disposée à témoigner de ce qui s'est passé. De toute façon, Orion, je ne vais pas mourir de sitôt, ai-je ajouté avec un petit sourire. Je modifierai peut-être mon testament jusqu'à ce qu'il soit parfait d'un point de vue juridique. D'un signe de tête. Orion continua à prendre des notes. Y a-t-il autre chose que vous souhaitiez inclure dans votre testament? Demanda-t-il en levant les yeux après avoir terminé. Je réfléchis un moment. Oui, c'est une petite chose. C'était juste une petite vengeance posthume pour toute la honte que j'avais dû endurer. Je voulais que ma collection de porcelaine chinoise, celle qu'Anis avait si impoliment rangée dans le garde-manger, soit exposée dans le salon principal du musée avec une plaque décrivant son histoire et son importance. Je savais que c'était un petit geste, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Orion posa son bloc-notes et le rangea dans sa mallette. D'ici demain, j'aurai terminé tous les documents nécessaires. Cependant, en tant qu'ami de longue date de votre famille et non en tant qu'avocat, je me sens qualifié pour vous offrir quelques mots de sagesse. Une relation peut prendre fin définitivement à la suite de choix comme ceci. Est-ce que vraiment ce que vous voulez? Debout devant le portrait de Farley sur mon bureau, je voyais le visage sage et compatissant qui m'avait guidé à travers les épreuves. Un effondrement s'est déjà produit. Orion, ai-je dit « Here » quand sa femme m'a giflé et que Thatcher est resté muet. Légalement, je ne fais que rendre les choses officielles. D'un signe de tête, Orion approuva mon choix, alors qu'il s'apprêtait à partir. Il se leva et s'arrêta à la porte. C'est vous qui avez évoqué la lecture officielle du testament. De nos jours, ce n'est pas une pratique courante. Êtes-vous sûr de vouloir cela? Bien sûr, répondis-je. Je veux qu'ils prêtent attention à chaque détail. Je veux voir leurs expressions lorsqu'ils prendront conscience de la gravité de leur choix.
Resté au bureau après le départ d'Orion, j'étais envahi par un sentiment inhabituel de vide. Même si la décision avait été prise et que le processus était enclenché, cela n'apaisait en rien ma douleur. La trahison me faisait terriblement souffrir, et il était décourageant de savoir que celui que j'avais élevé pouvait être aussi cruel. Des pas légers, la voix de Doris accueillant quelqu'un, puis le rire mélodieux et familier d'Adeline me tirèrent de ma rêverie. La porte d'entrée venait de s'ouvrir. Je sortis du bureau et m'engageai dans le couloir, avec ses vêtements aux couleurs vives, ses cheveux relevés en un chignon désinvolte et son sourire qui ne manquait jamais de me faire fondre. Adeline se tenait là, joyeuse comme toujours. « Mon chéri, je t'ai apporté les livres sur les techniques de laque japonaise que je t'avais promis. » Elle m'enlaça avec la même franchise qui m'avait toujours fascinée. Elle se précipita vers moi. En voyant l'expression de mon visage, son sourire se transforma en inquiétude. Elle s'arrêta, ses mots empreints de sagesse. « Quelque chose ne va pas. Tu te sens bien ?» Ma tentative de sourire tomba à plat. Je suggérais que nous allions dans la véranda. Cet endroit sera plus propice à une conversation. J'adorais passer du temps dans la véranda, un espace baigné de lumière avec des baies vitrées donnant sur un petit jardin bien entretenu. Dans ce cadre, avec son feuillage verdoyant et ses fleurs parfumées, je me suis toujours sentie plus proche de la nature et, par extension, de la vie dans ce qu'elle a de plus fondamental. Doris nous servit du thé tandis que nous nous installions dans les fauteuils en osier. Cette fois-ci, c'était du véritable Earl Grey, et non le mélange à base de plantes qu'Anis avait insisté pour préparer. « Alors, que s'est-il passé ?» demanda Adeline après le départ de Doris. « Je vois bien que tu es fatiguée. » Je lui racontais tout ce qui s'était passé la veille. La gifle, le silence de Thatcher et ma décision de modifier le testament. Adeline resta silencieuse pendant que je parlais, son expression habituellement vive devenant de plus en plus grave à chaque syllabe. « Mon Dieu. Marigold, » dit-elle une fois que j'eus terminé. « C'est terrible. Pourquoi te traitent-ils ainsi ?» Sentant les vannes s'ouvrir, je secouai la tête, libérant les émotions refoulées qui s'étaient accumulées toute la matinée. Je ne sais pas, Adeline. J'avais l'impression de connaître mon fils. Mais maintenant, je ne suis même plus sûre de l'avoir connu. Adeline s'est glissée sur la chaise à côté de moi et m'a pris les mains robustes et jeunes d'une restauratrice. Pourtant de légères traces de peinture et de solvant et ornées de ongles courts et fonctionnels. « Tu ne mérites pas ça », a-t-elle déclaré d'une voix ferme. « Il ne le mérite pas. » Reconnaissant de ce soutien humain élémentaire, je lui pris les mains. « Tu sais quoi? Je t'ai incluse dans mon Nouveau Testament, » lui dis-je après une petite pause. De plus en plus étonnée, Adeline recula, horrifiée. « Qui suis-je? Mais pourquoi? » « Parce que vous le méritez. » Lui ai-je simplement répondu. « Parce que vous appréciez profondément ce qui a été fait avant vous. Parce que vous accordez une grande importance à la tradition et à l'histoire. Et parce que vous me faites regretter l'époque où j'étais jeune et tout aussi dévouée à ma carrière. » Je m'étais abstenue de lui dire, car cela aurait pu paraître insensible, comme si j'essayais d'acheter son amitié ou sa reconnaissance. En réalité, cependant, Adeline était presque devenue ma fille de substitution depuis 2 ans, lorsqu'elle avait emménagé à côté de chez moi et m'avait apporté des biscuits faits maison. Nous nous étions rencontrés par hasard. Elle était en train d'aménager un atelier chez elle et avait sonné à ma porte pour savoir si le bruit ne me dérangeait pas. J'ai été tellement captivée par cette jeune femme, son expression déterminée et la tache de peinture sur sa joue, que non seulement cela ne m'a pas dérangée, mais je l'ai même invitée à prendre le thé. Au fil de la conversation, Adeline m'a révélé son expertise dans la restauration de meubles anciens de l'époque victorienne. Elle avait décidé de se lancer à son compte après avoir terminé ses études au London College of Furniture et effectué plusieurs stages dans différentes institutions. Elle était sincèrement ravie de découvrir ma collection. Pour elle, la valeur des objets ne se limitait pas à leur valeur monétaire. Elle savait également percevoir leur caractère, leur âme et leur histoire.
le laquage d'une table japonaise de l'époque Meiji ou la marqueterie d'une commode du XVIIIe siècle sont des sujets qui pouvaient l'occuper pendant des heures. À partir de ce moment-là, nous nous sommes souvent revus. Adeline me demandait souvent de l'aide, me montrait des photos de ses restaurations et me posait des questions sur le processus. Je lui racontais des anecdotes, lui transmettais mon savoir et lui présentais mes relations dans le secteur des antiquités. À l'occasion, nous nous accompagnions à des expositions ou à des ventes aux enchères. C'était un plaisir de voir Adeline dans ces moments-là, car elle débordait d'énergie, avait des connaissances approfondies et un œil aiguisé pour les nuances exquises qui échappaient à l'œil du commun des mortels. Au fil du temps, notre relation professionnelle s'est transformée en une relation plus personnelle. Nous avons partagé les hauts et les bas de nos vies, en plus de notre passion pour les antiquités. Adeline m'a raconté son enfance dans une petite ville du Nord, l'incapacité de ses parents à comprendre son amour pour les antiquités et sa relation ratée avec un artiste qui se souciait plus de son cercle social que de son art. Mes succès et mes déceptions professionnelles, ma vie avec Farley et les défis liés au fait d'être parent et de voyager. Autant ont tous été des sujets de conversation. Fresh, jeune et toujours reconnaissante de mon expertise, Adeline m'écoutait attentivement, me posait des questions et partageait son point de vue. C'est Adeline qui m'a soutenue lorsque Farley est décédé. Elle ne m'a pas consolée avec des clichés, mais plutôt par sa présence discrète, sa serviabilité et sa capacité à me remonter le moral en discutant d'art et de beauté. Nos rencontres avec Adeline se sont espacées lorsque Thatcher et Anis ont emménagé chez moi. Cela était en partie dû à Anis, qui affirmait avec véhémence que notre amitié était étrange et inappropriée. Réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu as en commun avec cette fille ? Me demandait-elle avec une pointe de sarcasme. Tu ne crois pas qu'on serait mieux ensemble ? Pendant l'absence de Thatcher et Anis, nous avons quand même réussi à nous voir, dans un café voisin, dans l'atelier d'Adeline, où je pouvais passer des heures à admirer son travail et m'émerveiller devant son soin, sa précision et son respect pour son sujet. Les mots, je ne sais pas quoi dire, prononcés par Adeline m'ont tiré de ma rêverie. Je ne savais pas, je n'avais pas pensé. Tu n'as pas besoin de parler, lui ai-je répondu à voix basse. Ne pense surtout pas que j'ai besoin d'éloges ou d'un traitement spécial. Je tenais simplement à te le faire savoir. Les larmes qui brillaient dans les yeux d'Adeline ont coulé lorsqu'elle a secoué la tête en signe de désapprobation. Marigold, ce n'est pas une question de gratitude. Je ne peux tout simplement pas exprimer à quel point tu comptes pour moi, au-delà d'une amie ou d'une mentor. Toys, balbutia-t-elle. Mon amour pour les objets vintage n'était pas une excentricité, mais une vocation. Et tu m'as prouvé que je pouvais atteindre mes objectifs. Quand je n'avais pas confiance en moi, tu m'as cru. Je levai la main pour essuyer les larmes qui coulaient maintenant sur ses joues. Je lui dis, « Tu me fais penser à la fille que je n'ai jamais eue, intelligente, douée et sensible à la valeur de l'art et du patrimoine. Je te donnerai tout ce que j'ai parce que tu le mérites. » Nous restâmes ainsi quelques minutes, avec pour seule compagnie le chant des oiseaux dans le jardin et le bruit lointain de la ville. Après cela, Adeline se redressa, sécha ses yeux et afficha son sourire radieux et déterminé qui lui était si caractéristique. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Je parle de Thatcher et Anis. » Le retour à la réalité était bien moins agréable que notre conversation, et je poussai un soupir. Orion prépare les documents. La lecture solennelle du testament aura lieu demain. J'insiste pour qu'il prête une attention particulière à chacune des exigences. Cela ne sera pas facile. Dit Adeline, ils ne seront probablement pas très conciliants. Je suis tout à fait d'accord. Il y aura sans doute beaucoup de colère, des accusations et peut-être même des menaces. Mais je suis prêt. Je sentis renaître en moi la détermination qui m'avait animé toute la matinée, et je ne me faisais plus aucune illusion sur leur véritable nature. Je peux compter sur ton soutien, demandai-je à Adeline, quand nous ferons l'annonce demain. D'accord. Elle hésita avant d'acquiescer.
Bien sûr, je suis prêt à rester aussi longtemps que nécessaire, reconnaissant de son soutien indéfectible. Je lui pris la main. Il était essentiel d'avoir un ami fidèle dans un monde où tout le monde pouvait vous trahir, même votre propre enfant. Je lui répondis simplement « Merci pour tout ». Une fois notre thé terminé, Adeline prit congé, me promettant de revenir à l'heure prévue le lendemain. Tout en réfléchissant à la journée du lendemain, je m'attardais dans la véranda, observant les jeux de lumière sur le feuillage. Après le travail, Orion passa un coup de fil pour informer tout le monde que l'annonce était prête et qu'il serait là à 11 heures du matin. Je lui exprimai ma gratitude et demandai à Doris d'informer Thatcher et à Nice qu'il était impératif qu'ils soient présents à la bibliothèque à cette heure-là. « Ils ont demandé de vos nouvelles toute la journée. »« Madame, » m'a dit Doris, inquiète. M. Thatcher semblait quelque peu anxieux. Laissez-lui un peu de répit. Ai-je répondu. Demain, je vous le promets, tout sera clair. J'ai passé la soirée enfermée dans mon bureau à parcourir des catalogues de vente aux enchères des années passées et à relire des articles que j'avais écrits pour des magazines d'antiquité. C'était ma vie, pleine d'aventures, de sagesse et de nouvelles perspectives. Une vie qu'Anis critiquait en disant que j'étais coincée dans le passé. Elle avait peut-être raison sur un point, j'aime le passé, non pas parce que je redoute l'avenir, mais parce que je le considère comme le fondement sur lequel repose le présent, comme un arbre sans racines, à minuit pile. J'ai rangé le dernier catalogue et éteint la lumière. J'avais besoin de courage pour affronter les défis du lendemain avec élégance. Ni Thatcher, ni Anis, ni l'angoisse de la trahison, ni la douleur de la déception ne me préoccupaient lorsque je me suis endormie. J'ai imaginé Adeline avec sa jeunesse radieuse, son toucher délicat qui fait ressortir le meilleur des antiquités et ses yeux qui brillent d'admiration pour l'art qui a traversé les âges. C'est peut-être cela le véritable lien, non pas la lignée ou la généalogie, mais un amour commun pour ce qui nous a précédés, une appréciation de ce qui a été accompli et un respect pour les traditions et l'histoire qui nous ont précédés. J'aurais alors trouvé mon digne successeur. La nature semblait avoir décidé de m'aider en cette journée difficile. Le temps était étonnamment clair et ensoleillé le matin de l'annonce du testament. Après une nuit de sommeil étonnamment bonne, je me suis levée de bonne heure et j'ai passé une bonne partie de l'heure à choisir une tenue. Farley avait toujours qualifié mon costume bleu foncé de « tenue diplomatique » et je l'avais choisi parce qu'il me donnait un air d'élégance calme et, surtout, de détermination inébranlable. Je m'étais offert le luxe inhabituel de me faire livrer le petit déjeuner dans ma chambre par Doris, afin d'éviter une rencontre précipitée avec Thatcher et Anis. Leur conversation au petit déjeuner avait été brève et désagréable, et Doris affirmait qu'ils étaient tous les deux à la maison pendant ce temps-là. Monsieur Thatcher voulait avoir de vos nouvelles. Madame, dit Doris avant de poser les boissons, s'il avait changé d'avis au sujet de la réunion, il voulait le savoir. Tout en beurrant mon pain, j'ai répondu « Non, Doris. » Mais elle avait raison. Mon opinion n'a pas changé. Vous ne pouvez pas éviter cette rencontre. Adeline est arrivée vers 10 heures du matin. Elle portait une robe vert pâle avec peu d'ornements, qui semblait plus formelle que d'habitude. Elle semblait plus âgée et plus sérieuse que ses 27 ans, car ses cheveux, habituellement lâchés, étaient tirés en un chignon soigné. « Ai-je l'air assez forte ?» Observant mon regard critique, elle me demanda avec un sourire subtil. Je voulais refléter la gravité de la situation. Je répondis avec le plus grand sérieux. « Tu es magnifique. J'apprécie ta présence. Je te suis très reconnaissant. » Loin des regards curieux, nous nous dirigeâmes vers mon bureau, où nous nous plongîmes dans une conversation à voix basse sur l'exposition du VNR, les derniers travaux de restauration d'Adeline et tout autre sujet qui ne concernait pas la révélation imminente. Parler de choses banales et quotidiennes comme si cette journée n'avait rien d'exceptionnel était notre façon de gérer notre anxiété. La sonnette retentit à 11 heures moins une seconde. Doris accompagna Orion Proud dans la bibliothèque
J'avais préalablement demandé que les chaises soient disposées autour d'une grande table en chêne qui avait servi de bureau à Farley pour rédiger ses mémoires, à Thatcher pour faire ses devoirs lorsqu'elle était enfant, et à moi-même pour étudier de nombreux guides sur les antiquités et des catalogues de vente aux enchères. Après qu'Adeline et moi nous soyons rendus à la bibliothèque, nous avons trouvé Orion déjà là, en train de sortir des documents de sa mallette en cuir usé. En s'inclinant devant nous, il a pris l'air professionnel qu'il arbore souvent avant ce genre de réunion. « Tout est prêt », a-t-il murmuré dans le vide. « Tous les documents nécessaires ont été préparés conformément à vos spécifications et à toutes les lois applicables. » Comme je le faisais depuis des décennies lors des conseils de famille, je pris place à la tête de la table et acquiesçai. Orion était assis à ma droite, Adeline à ma gauche. Thatcher et Anis devaient attendre. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent, avec le sang-froid que Farley lui avait inculqué. Thatcher semblait anxieux tout en conservant son calme. Anis, en revanche, semblait à la fois perturbée et irritée. Elle me jeta un coup d'œil, puis regarda Adeline, et son expression était empreinte d'un mépris subtil. « Pourquoi est-elle ici ?» demanda Anis en désignant Adeline. « C'est une affaire de famille. Adeline est ici à mon invitation. » Répondis-je avec sang-froid. « Pourrais-tu te calmer ?» Ils s'assirent en face de nous après que Thatcher eut tapoté le bras d'Anis pour l'empêcher de se disputer. Après un silence étrange, Orion s'éclaircit la gorge pour rompre la gêne. D'un ton solennel, il remercia tout le monde d'être venu. « Nous sommes ici aujourd'hui pour lire le Nouveau Testament de Madame Marigold Winslet, qu'elle a rédigé et signé hier, le 8 juin 2025. C'est elle qui l'a demandé, avec un regard qui semblait dire « Victoire ». Anis jeta un coup d'œil rapide à Thatcher. Il pensait que je les avais contactés pour leur annoncer que j'avais décidé de leur céder la propriété, et peut-être même de déménager dans le petit cottage du Surrey, dont Anis avait parlé avec désinvolture lors de notre conversation. Le rapport médical du Dr Harmon daté d'hier confirme que Madame Winslet est en excellente santé et saine d'esprit. Je tiens donc à le préciser avant de commencer, a ajouté Orion. J'ai soigneusement examiné toutes les conséquences de ce testament, et je me suis assuré qu'il est conforme à toutes les lois applicables. Alors que le sourire d'Anis commençait à s'estomper, Thatcher s'est redressé, le visage tendu. « Il se passe quelque chose. Maman, je veux savoir, » dit-il sans détour. « Pourquoi faisons-nous cela ?» En regardant mon enfant, la seule personne que j'avais jamais aimée plus que tout au monde, je réalisais que je lui avais tout donné. Mes espoirs, mes aspirations et mes rêves. Sois patient. « Thatcher, » lui dis-je doucement, « tu le sauras en temps voulu. » Avant de commencer à lire, Orion ajuste ses lunettes, en tant qu'adulte mentalement capable. Moi, Marigold Elizabeth Winslet, je dispose désormais de mes biens de la manière suivante et révoque et annule par la présente tous les testaments antérieurs. Alors qu'Orion lisait les dispositions du testament, l'expression de Thatcher et Anis passa de la confusion à la peur, puis à un étonnement pur et simple, lorsqu'il arriva à la partie où la ville acquérait le domaine pour le transformer en musée. « C'est une blague ou quoi ?» interrompit Anis d'une voix aiguë. « Vous plaisantez. »« J'espère. »« Madame Winslet, veuillez ne pas interrompre, » répondit Orion fermement. « Une fois la lecture terminée, vous aurez l'occasion de vous exprimer. » Le visage déformé par une rage incontrôlable, Anis se renversa dans son fauteuil. Thatcher resta immobile, les yeux fixés sur la table devant lui. Orion poursuivit la lecture. Anis perdit tout contrôle lorsqu'il arriva à la partie concernant Adeline Crane et l'héritage de la propriété dans le Surrey et de la collection d'antiquités. « Accueilli » d'une voix tremblante, elle s'écria en s'adressant à Adeline. « Envisages-tu vraiment de confier tes biens les plus précieux à cette mystérieuse jeune fille? C'est incroyable. Tu es complètement folle. » Anis, lava-t-il Thatcher. Mais il était déjà trop tard. Arrêtez d'essayer de me faire taire. Son visage furieux devint écarlate lorsqu'elle se tourna vers lui.
Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Votre mère trahit notre famille en donnant notre fortune à cette mystérieuse jeune fille. Toutes les choses qui nous appartiennent de droit. La femme. Orion intervint. Winslet. Si vous ne maintenez pas l'ordre, je vais devoir interrompre la lecture. Votre annonce ne me concerne pas. Sautant de son siège, Anis s'écria. Quelle comédie! Quiconque croit qu'elle peut nous nuire comme cette vieille sorcière est tout simplement fou. Oh, Anis, j'en ai assez. Thatcher se leva alors et lui saisit le bras. Laisse tomber. Tu ne fais qu'exacerber le problème. Je restais très calme tandis que j'observais la scène. L'expérience était similaire à celle d'aller au théâtre pour voir une pièce, émouvante, mais sans rapport direct avec moi. Assise à côté de moi, Adeline semblait pâle mais calme, sous la table. Elle tendit la main et posa doucement sa main sur la mienne. Je la remerciai en lui pinçant les doigts. Orion me jeta un coup d'œil et dit « Nous devrions peut-être faire une pause. »« Non », répondis-je avec conviction. « Continuez. Je voudrais que tout soit réglé maintenant. » Avec un regard venimeux, Anis reprit place. Thatcher posa une main sur son épaule, peut-être pour la calmer ou l'empêcher de s'emporter. La lecture se poursuivit pour Orion. C'est au moment où il fut question du fonds commémoratif Farley Winslet que je vis le visage de Thatcher se crisper. Son père était très important pour lui, et il faisait de son mieux pour gagner son approbation. Était-il conscient de la profonde déception que Farley ressentirait à cause de ses actes actuels? Comme condition supplémentaire, Orion stipula que Thatcher et Anis devaient s'abstenir de revenir à mon domicile à tout moment à l'avenir en échange du paiement mensuel. Nous ne pouvons pas négocier ni modifier cette condition, déclara Orion. Les paiements seront immédiatement suspendus et toutes les sommes destinées à Thatcher Farley Winslet ou à son épouse, Anis Maria Winslet, seront transférées au fonds de bourse d'études indiqué précédemment en cas de non-respect de cette condition. La vieille horloge sur la cheminée égrenait les minutes dans un silence total. Après avoir retiré ses lunettes, Orion plia soigneusement les papiers. Nous venons de terminer la lecture du testament de Madame Marigold Winslet. Quelqu'un a-t-il des questions? J'ai quelques questions. Anis émit un rire étrange et rauque. Dites-moi comment vous avez pu autoriser la légalisation d'une telle absurdité. Je n'ai qu'une seule question. Waouh! Elle est complètement folle. Le rapport médical indique que votre belle-mère est pleinement capable, dit Orion calmement, reprenant ce que Madame Winslet avait mentionné précédemment. De plus, l'ayant représentée pendant plus de 3 décennies, je peux témoigner de sa lucidité. Je n'arrive pas à y croire. Dit Anis en se tournant vers Thatcher. Faites une déclaration. Vous avez hérité cela de votre mère. Alors que Thatcher levait progressivement les yeux, je vis un mélange déroutant d'émotions dans son regard. Indignation, perplexité et peut-être même un soupçon de compréhension. Pour la première fois depuis notre rencontre, il me parla doucement et dit « Maman, pourquoi? Est-ce que quelque chose a été dit ou fait pendant le déjeuner? À cause du fait qu'Anis, je ne te laisserai pas me faire porter le chapeau. » L'interrompit Anis. Tout a commencé avec elle, pour salir mes vêtements. Elle a délibérément renversé du thé sur moi. Lorsque je me suis levée et ai dit « Ça suffit », la pièce est devenue silencieuse. Ce n'est ni hier ni avant-hier que j'ai pris cette décision. Elle mûrissait en moi depuis des mois, alors que je voyais vos 2 tentatives pour m'isoler de ma propre existence. Je fixai Thatcher du regard, et l'épisode d'hier fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Mon fils, tu auras toujours mon amour. Mais je ne respecterai jamais un homme qui reste les bras croisés pendant que sa femme humilie et insulte sa mère, ou qui utilise l'excuse. J'étais émotif, pour justifier le fait d'avoir frappé sa mère. Qui risquerait de trahir sa famille et son héritage pour quelque chose d'aussi insignifiant? Un mobilier contemporain, de la vaisselle toute neuve qui passe au lave-vaisselle. Au lieu de me regarder dans les yeux, Thatcher baissa la tête. C'est à toi de décider. Thatcher, poursuivis-je,
Voici les conséquences de ton choix. Je veillerai à ce que tu ne manques de rien. Mais je ne te laisserai pas vivre comme un roi ou une reine dans ce manoir que ta femme et toi méprisez si ouvertement. Je jetai un coup d'œil à Anis, qui me regardait avec un mépris sans expression. Quant à toi, Anis, je ne sais pas quoi dire. Pour autant que l'on sache, tu n'as jamais vraiment été à ta place ici. Notre valeur à tes yeux était secondaire par rapport à ta quête de gloire, de fortune et de ce manoir. Tu t'es trompé. Cependant, même si les Winslet sont très naïfs et confiants, nous ne le sommes pas et nous ne tolérerons personne qui ose nous faire du tort. Je pris Adeline par la main pour l'aider à se relever. La conférence est terminée. Orion, j'apprécie votre professionnalisme et le temps que vous nous avez consacré. Doris vous dénoncera. Vous ne pouvez pas partir comme ça, s'écria Anis en se levant d'un bond. Nous nous y opposerons. Nous prouverons que vous êtes fou, d'un ton calme. Orion répondit. Vous pouvez toujours essayer. Il rassembla ensuite soigneusement les documents nécessaires, mais soyez assurés que tout est parfaitement en règle d'un point de vue juridique, et que quiconque osera remettre cela en question provoquera un tollé général, ce qui, je vous le garantis, ne vous sera pas favorable. Mes intérêts n'ont aucune importance. Anis arracha un document de la table et le déchira en morceaux. Ce qui nous revient de droit ne sera pas pris par une vieille folle et son petit copain. Oh, Anis, ça suffit. Thatcher tenta de la rassurer en lui prenant les mains. C'est à cause de toi que ça empire. Rendez-moi ma liberté. Elle parvint enfin à se dégager et fit signe à Adeline d'un doigt tremblant. Et toi, petit escroc, tu crois pouvoir débarquer ici et nous piller de tout ce que nous avons? Adeline, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, leva la tête et soutint le regard d'Anis. Je n'ai rien demandé et je n'attendais rien, dit-elle d'une voix forte mais calme. Je respecte le choix de Marigold, quel qu'il soit. C'est sa décision. Une hypocrite, s'écria Anis en crachant. Tu as essayé de la convaincre et de la manipuler pendant des mois. Le moment est venu. Tout le monde fut surpris par le volume et la dureté inattendue de ma voix. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu dénigres quelqu'un que j'estime au plus haut point. Je te propose de quitter cette pièce et, demain, cette maison, si tes remarques manquent de substance. Maman, dit Thatcher d'une voix presque implorante, et si nous avions une conversation en privé, juste nous deux, loin d'Anis, loin d'y. Il regarda Adeline. Personne de l'extérieur. Il doit y avoir un moyen de résoudre cela. Non, Thatcher, répondis-je fermement en secouant la tête. Parler maintenant serait inutile. En restant silencieux face à la gifle d'Anis, en excusant ses actes et en lui permettant de me chasser progressivement de ma propre maison, tu as fait ce choix. Orion rassembla son sac et déclara « Les documents qui resteront en ta possession sont des copies. » Adeline me suivit jusqu'à la porte. « Les originaux sont conservés dans un endroit sûr. Réfléchis bien à ce que tu vas faire maintenant. » Thatcher et Anis restèrent stupéfaits lorsque nous quittâmes la bibliothèque. Orion nous dit au revoir dans le hall et nous assura qu'il nous recontacterait si nous avions besoin de son aide. Je ressentis une étrange légèreté, comme si je m'étais débarrassée d'un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Malgré l'invitation d'Adeline à l'accompagner, je refusai. En lui serrant la main, je lui dis « J'ai besoin d'être seule, mais je te remercie de ton soutien. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est important pour moi. » Dès qu'elle fut partie, je cherchai refuge dans la véranda, ma pièce préférée de la maison. Je fus ravie lorsque Doris m'apporta une théière d'authentique thé Earl Grey, forte et aromatique, exactement comme je l'aimais, confortablement installée dans un fauteuil en osier. Je profitais de l'atmosphère sereine et regardais les rayons du soleil danser à travers les arbres. Après des mois passés à me sentir comme un étranger, j'avais enfin l'impression d'être le maître de ma propre vie et de ma propre maison. Puis, dans le couloir, une cacophonie de voix s'éleva, la voix tonitruante et incendiaire d'Anis, les commentaires plus modérés mais énergiques de Thatcher, le bruit de verres brisés, et enfin,
Des cris frénétiques. Rageuse et frustrée, la voix de Margaret Thatcher me dit « Chérie, calme-toi. Nous trouverons une solution. Nous consulterons un avocat. Nous. » De quoi s'agit-il? Cria Annis. Cette sorcière maléfique a volé toutes nos affaires. Toutes. Absolument tout. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi les a-t-elle données à une femme inconnue et à un groupe d'étudiants? C'est toujours ma mère, répondit Thatcher d'une voix fatiguée, et elle est libre de disposer de ses biens comme elle l'entend. C'est insensé. En entendant cela, Anis se mit à pleurer. Tu dois être aussi folle qu'elle pour ne pas comprendre. Nous devons absolument nous battre. Il faut contester ce testament. Ici. Ah, Thatcher répondit d'un non catégorique. Je suis d'accord avec Orion. Si quelqu'un conteste le testament, cela va créer une controverse. Nous recevrons une allocation mensuelle. C'est suffisant pour... Tu comprends? Anis éclata de rire. Alors qu'on pourrait tout avoir. On n'obtient que des miettes et des aumônes. Finalement, sa voix se transforma en un cri. Puis on entendit des bruits de pas. Une porte qui claquait. Et ensuite, le silence total. Mon calme m'étonna. Alors je bus une gorgée de thé. Je m'étais préparé à ressentir de l'angoisse, du ressentiment, voire de la honte. Mais tout ce que je ressentais était une satisfaction sereine quant au choix que j'avais fait et un soulagement par rapport au passé. J'avais le sentiment que Thatcher et Anis allaient partir aujourd'hui, ou demain au plus tard. Je m'attendais à leur colère et je m'attendais à ce que, contrairement à l'avertissement d'Orion, elles tentent de contester le testament, mais cela n'avait plus d'importance. J'avais protégé mes biens les plus précieux. Ma maison, l'histoire de ma famille et ma fierté. Alors que Thatcher échouait à consoler Anis, je m'assis dans la véranda, buvant mon thé, et l'écoutais pleurer inconsolable à l'arrière de la maison. Même si cela marquait la fin d'un chapitre de ma vie, ce n'était pas la fin de ma vie. J'avais encore une longue liste de choses à faire au musée, passer du temps avec Adeline, et peut-être même agrandir ma collection. Chaque jour apporterait un nouveau sens à ma vie. Doris apporta un plateau de scones tout juste sorti du four. « Tout va bien, madame ?» demanda-t-elle avec curiosité. « Je n'entends rien. Je vais bien, Doris, » répondis-je avec un grand sourire. « Ce n'est qu'une petite tempête. Elle passera vite. » Doris me fit signe de partir et quitta la pièce. Je m'adossai à mon fauteuil avec ma tasse de thé, contemplant mon jardin et réfléchissant au fait que, malgré tout ce qui s'était passé, ma vie était encore pleine de beauté et de possibilités. Rien n'importe plus que la façon dont vous choisissez de réagir à l'adversité. Comme le disait souvent Farley, je pris la décision de passer le reste de ma vie à faire un travail important, à vivre dans la dignité et à éviter à tout prix les relations toxiques, même celles impliquant mon propre enfant. Je me sentais enfin en paix avec moi-même et avec les choix que j'avais faits après avoir pris une décision difficile mais juste, assise dans la véranda, entourée de solitude et de beauté.